Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Bonjour. Rebonjour Dafresh. Donc tu nous disais qu'on recevait qui ce matin? Je vous disais qu'on recevait M. Franck Ondomotoro, qui est sur le plan administratif. Il a occupé les fonctions de directeur provincial du travail de l'Est hier, chargé d'études du ministre du Travail. Il a été conseiller du ministre du Travail également. Il est inspecteur principal du travail et actuellement il occupe les fonctions de secrétaire général adjoint du ministère du Travail. En politique, c'est le vice-président de la commission de discipline du Parti démocratique gabonais, donc de facto il est membre du comité exécutif, sinon du secrétaire exécutif, mais c'est aussi un essayiste. Il a écrit 2 ouvrages. Le premier a pour titre La fraude électorale au Gabon et le second qui est récemment sorti a pour titre Pourquoi le Wolentiem s'obstine dans l'opposition. D'accord. Bonjour, monsieur Ndometogo. Bonjour. Vous avez écrit Pourquoi la fraude électorale au Gabon. Alors que vous... Alors que... Non, rien. Vous êtes du Parti démocratique gabonais, il faut le dire. Qui est accusé de... Non, moi j'ai pas dit ça. Moi j'ai aimé le frein de Dafresh. Alors que... Qui est accusé quand même souvent... Alors que vous êtes du PDG, un parti qui est souvent accusé de fraude électorale. Accusé à tort. Hein. Ah mais merci. Vous avez répondu à tort ou à raison. Moi je ne peux pas dire à raison parce que... À tort. Parce que si la Cour constitutionnelle déclare que les résultats sont validés, donc les accusations sont à tort. Eh bien, c'est chacun d'apprécier. Mais comment ça, c'est chacun apprécier? Vous avez fait toute une œuvre. Bien sûr. Et dans l'œuvre, vous parlez, vous dites exactement quoi? L'œuvre a été justifiée. Les uns et les autres ont fait du PDG l'apanage, plutôt de la fraude, l'apanage du PDG. Oui. En réalité, le constat que j'avais fait, on était là en 2008, c'était que 2008 ou 1988, je me rappelle plus. 2008. Ça remonte. Alors, c'était qu'en réalité, la fraude, ce n'était pas uniquement la majorité présidentielle. Et dans le livre, vous allez voir des cas de fraude qui sont orchestrés par beaucoup de partisans d'autres partis politiques qui sont de l'opposition, qui prônent, n'est-ce pas, la transparence, qui transent la démocratie. Mais en réalité, c'est cela. La fraude était généralisée. Je dis bien était généralisée. Mais ce qui m'a mené à... Ah voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qui vous a motivé cet ouvrage, c'était que le Kenya venait donc d'avoir son élection basculée. Ça a occasionné plusieurs centaines de morts. Chez Robert Mugabe, nous venons également d'assister à une élection controversée qui a entraîné plusieurs décès. Alors, nous avions en perspective une élection chez nous. Il fallait donc s'en préserver, il fallait attirer l'attention des uns et des autres pour que chacun sache que la fraude électorale peut conduire à des conséquences regrettables. Donc le message qui est dans ce livre s'adressait à tous les partisans à tous les politiciens de notre pays. Donc, ce n'était pas uniquement, et il y a des illustrations, ce n'était pas uniquement le Parti démocratique gabonais, ni les militants du Parti démocratique gabonais. Il fallait conscientiser les gens, attirer leur attention sur les risques que ça peut entraîner de frauder une élection. Heureusement qu'aujourd'hui, c'est terminé. D'accord, moi c'est le deuxième essai. Le deuxième essai, pourquoi le Wolentiem s'obstine-t-il dans l'opposition? Vous pensez que le Wolentiem s'obstine dans l'opposition? Le constat que vous faites vous-même, c'est que depuis... Léomba, le Wolentiem a toujours voté contre le régime en place. Ça devient pratiquement une tradition. Léomba était aux prises avec Obameyagé et le Wolentiem a choisi Obameyagé. Omar Bongo était contre Mbabesol, le Wolentiem a choisi Mbabesol. Ali Bongo était contre Mbawabam, le Wolentiem a choisi Mbawabam. Récemment, Ali Bongo était contre Jean Ping, le Wolentiem a choisi Jean Ping. Il fallait se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans cette province? Alors, là-dedans, vous trouverez des réponses qui tiennent de la culture, qui tiennent de l'économie, qui tiennent du politique, ainsi de suite, qui permettent de comprendre l'homme Wolentiem qui, en réalité, n'est pas un opposant, mais un contestataire.
Et Est-ce que donc il fait de la contestation pour de la fait de la contestation. En 2005, lors de l'élection présidentielle... Est-ce qu'il n'y a pas des raisons qui motivent cette contestation? Vous trouverez ça dans l'ouvrage. C'est un ouvrage riche et dense, dont on ne peut pas le dire en 30 minutes. Donc, par contre, le Walentem, d'une manière générale, a une culture. Je vous prends un exemple simple. Les femmes, chez les femmes, ne prennent pas la parole. La femme, chez le Walentemois pur, le fan pur, ne joue pas les premiers rôles, ne va pas au corps de garde. Ça fait que lorsqu'on laisse à une femme la possibilité d'être le leader dans cette province, même si les gens ne le disent pas, mais intérieurement, il y a une contestation. Et cette contestation peut se traduire par certains choix, par certaines positions. Donc c'est ces illustrations que je fais dans cet ouvrage pour présenter aux décideurs, n'est-ce pas, cette province qui, en réalité, n'est pas une province de contestation. La preuve d'opposition, mais de contestation. La preuve, c'est qu'en 2005, lors des dernières élections du président Bongo Ndimba, le Walentem a fait le plus grand score en faveur de ce candidat. Donc, ce n'est pas des opposants. Il y a quelque chose qui cloche et il faudrait qu'on touche le mal à la source. D'où ma question, lorsque vous écrivez ce genre d'ouvrages qui, en réalité, sont adressés à des décideurs, vous êtes au PDG. Est-ce que vous pensez que les décideurs du parti les lisent et comprennent exactement ce que vous dites à l'intérieur? C'est ce qui fait le Parti démocratique gabonais. Le caractère démocratique, c'est celui-là. Essayer de dire ce que l'on pense en étant toujours pédégiste. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis un certain temps, depuis que le président Ali Bongo est là. On essaye de faire au sein de notre parti, n'est-ce pas, une sorte de libéralisme dans nos prises de position, dans notre façon de faire, dans notre façon de voir. Donc c'est ce qui fait le Parti démocratique gabonais. D'accord, on va donc aller avec notre sujet du jour. Évidemment, nous parlons de ce qui a été mis en place depuis le 21 juin dernier par le Conseil des ministres, sinon décidé par le chef de l'État et le gouvernement. Certains parlent d'ajustement structurel, d'autres parlent d'austérité, et d'autres parlent même de résultats de la crise économique. Qu'en est-il exactement? Vous, en tant que aussi membre du Parti démocratique, mais également un citoyen avisé. Alors, les mesures que le chef d'État a prises ou a fait prendre au gouvernement récemment ont une vocation à relancer l'économie du pays, ont une vocation à réduire la vie chère, ont une vocation à assainir, n'est-ce pas, le fichier de la fonction publique. Nous avons entraîné plusieurs mots de plus de dizaines d'années, mais on ne peut pas continuer. C'est des mesures qu'il faut décortiquer l'une après l'autre pour mieux les comprendre. Et je vous invite à faire cet exercice. Alors, nous parlons déjà, il y a la première mesure qui a été engagée, notamment en Conseil du 21, il s'est agi de la réduction des salaires. De quoi s'agit-il exactement? Parce qu'on nous parle de décotes de 15%, de 10%, de 5%, et dans la population, tout le monde ne sait pas exactement à qui va être appliqué ces décotes-là. Alors, vous savez, ce qui fait mal dans notre pays, c'est que on constate que le pays est divisé en deux camps. Ceux qui veulent qu'il avance et d'autres qui font tout pour qu'il n'avance pas, dans leurs propres intérêts, malheureusement. La réduction du salaire, la décision que le président a prise à ce sujet, n'a pas vocation à faire du mal. Au contraire, il faut voir la chose du bon côté. Le président de la République a décidé que les seuls salaires qui soient touchés, c'est des salaires qui vont de 650 000 francs CFA par mois à plus. Donc, il s'agit donc des gros gains. Il ne s'agit pas des petits agents qui tirent le diable par la queue pour s'en sortir. Non. Oui. Là, je dirais, le président fait à la Robin des Bois, ça veut dire récupérer chez les nantis pour pouvoir sécuriser les démunis. Comme le système français. Je t'assure que c'est une chose qu'il faut honorer. Est-ce que ce genre de décision ne doit pas être encadré par la loi? Et vous êtes un spécialiste du travail. Vous pensez que la décision va être prise de manière hasardeuse? Non, pas du tout. Lorsque le gouvernement prend une décision, c'est également une invitation qui est faite à l'endroit des techniciens pour, n'est-ce pas, examiner tous les contours et tous les moyens d'accompagnement. Par exemple, si vous prenez des contractuels qui sont dans un cabinet ministériel et qui, après la décision, n'ont plus de travail, il faudra payer des droits, les remercier légalement. Dans l'organisation administrative, il n'est pas admis qu'il y ait des contractuels. Ça n'existe pas.
dans un cabinet ministériel, les agents de l'État sont bien identifiés. Les contractuels, quand quelqu'un prend des contractuels, il s'engage. Le cabinet ministériel n'a pas vocation à prendre des contractuels. Mais malheureusement, certaines personnes ont pris. Mais c'est une réalité. Eh bien, justement, c'est des réalités qu'il faut corriger. Oui. Il faudrait désormais qu'on s'aligne à ce qui est prévu par les textes. Les contractuels, ça dépend de ce que vous appelez par contractuel. Quelqu'un qui engage une autre personne sans que les textes l'aient prévu, simplement parce qu'il veut faire plaisir à ses amis, à ses parents, mais ça ne devrait pas engager l'administration. Et c'est ce genre d'attitude qui font qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons pratiquement étranglés parce que nous avons des cas de ce genre qui sortent totalement de l'ordinaire. Alors, Comment depuis toutes ces années, avec la panoplie ou alors le déferlement de nominations qui se suivaient tous les jours, que ce soit dans des cabinets ministériels ou même à la présidence qui a dû se délester de près de 200 agents, comment durant toutes ces années, on ne s'est pas rendu compte qu'à un moment donné, on devait être étranglé, que ce serait très difficile en fait. Et qu'en plus, c'était pas légal. Voilà, et que ce n'était pas légal. Je vous pose la question à vous, parce que vous êtes au PDG. Et un spécialiste du travail. Et un spécialiste du travail, et que la plupart, la majorité des personnes qui tiennent les rênes du pouvoir sont au PDG. Donc ce sont les acteurs justement de ce qu'on est en train d'essayer de redresser aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on prend la décision? Voilà votre question. Alors, il faut commencer toujours à un moment. Il faut commencer à un moment. Mais il faut passer en revue les différents discours du chef de l'État. À plusieurs reprises, à chaque fois que le chef de l'État s'est adressé au peuple gabonais, il a attiré l'attention sur les risques que nous encourons. Il a attiré l'attention sur le comportement que nous devons afficher. Malheureusement, la nature, elle est ce qu'elle est. Elle revient toujours au galop. Ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, on ne peut plus continuer à laisser faire. Le président a pris la décision d'assainir le fichier de la fonction publique. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas d'exclusive. Tout ce qui freine la modernisation de l'État va devoir être examiné de près. Est-ce à dire qu'il y avait un laisser-aller avant? Et si oui, qu'est-ce qui garantit qu'aujourd'hui, avec la prise de ces mesures, il n'y aura plus de laisser-aller? Alors les techniciens vont se mettre là-dessus. Dès lors que le gouvernement prend une décision, c'est une invitation qui est faite aux différentes administrations concernées pour examiner les contours et faire en sorte que cela ne se produise pas. Mais les Gabonais, malheureusement, ils sont comme vous le savez, quand on arrête à gauche, ils passent à droite. Lorsqu'on freine à droite, ils passent au milieu. Et ça, c'est le jeu de chat et la souris. Mais je pense que pour l'instant, cela devrait arrêter. On parle de la réduction de moitié des établissements publics, sinon des agences. En quoi cette mesure pourrait être bénéfique pour notre pays? Alors, il ne s'agit pas de parler uniquement du bénéfice que cela va apporter. Le bénéfice, oui, parce que ça va faire des économies. Mais ce qu'il faut faire, c'est le constat, d'abord. Le constat, c'est que au départ, les agences ne datent pas d'aujourd'hui. Les agences, on les a eues depuis longtemps. Certaines agences existaient, telles que l'ANFPP ainsi que d'autres. Mais le président de la République, voyant que l'administration était dans la léthargie, l'administration, je parle de la fonction publique, il a voulu que certaines missions de la fonction publique ou des ministères soient dévolues à des agences pour lesquelles on pensait avoir une certaine rigueur, parce que les agences devaient fonctionner comme des entreprises privées. Nous connaissons très bien la rigueur du privé, qui n'est pas celle de la fonction publique. Au privé, quand on dit 7h30, début du boulot, 7h30, tout le monde est à l'heure. Si tu ne viens pas, eh bien, tu es à la porte ou tu es sanctionné. Malheureusement, le constat, c'est que lorsque ces agences ont été mises en place, beaucoup d'entre elles, malheureusement, ont commencé à fonctionner exactement comme les ministères. C'est-à-dire les recrutements sans tenir compte de la capacité des agences. Est-ce à dire qu'il y avait un mauvais choix dans les personnes envoyées dans ces agences? Je n'ose pas juger, mais je juge les institutions. Alors donc ces agences ont commencé donc à se retrouver avec des effectifs qui sont des effectifs difficilement supportables. Mais aussi la technicité. La technicité, ce n'est pas celle-là qu'on attendait, mais ne peut reculer que celui qui n'a pas... Mais sur cette question... Monsieur Ndometoro, vous êtes membre du PDG. Est-ce que vous savez exactement ce qui ferait plaisir aux Gabonais en ce moment entre les réformes et les gens qui doivent tenir ces réformes? Est-ce que vous savez sérieusement ce qu'ils veulent? Moi, je vais vous dire, les Gabonais veulent avoir des gens de confiance
honnêtes, respectables et loyaux pour tenir ces réformes. Alors que ce n'est pas la situation actuelle. On s'attaque aux réformes, mais on ne s'attaque pas aux gens. On ne fait pas un genre d'amnistie pour que les gens qui ont volé ou les gens qui ont détourné viennent s'excuser et jurer de ne plus recommencer à faire ce genre de choses. Parce que si on va prendre des réformes, c'est pas aujourd'hui au Gabon qu'on prend des réformes. On le dit souvent. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que vous, au PDG, vous avez fait une introspection ou vous avez fait un petit conglomérat pour mettre véritablement les gens les points sur les i? Parce qu'on sait que ce sont les membres du PDG qui vont diriger ces réformes, plus que c'est le parti au pouvoir. Alors, ce qu'il faut d'abord vous dire, c'est que l'administration n'est pas une administration PDGiste. Nous ne sommes pas aux États-Unis, où l'administration... Mais les tenants des grands postes, quand même, sont PDGistes. L'administration est une administration générale, où on retrouve toutes les compétences, tous les Gabonais de tout genre. Malheureusement, il faut le dire, le PDG, à notre niveau, nous avons déjà insufflé une dynamique nouvelle depuis le dernier congrès. Le PDG est en train de régénérer, est en train de se revitaliser avec de nouvelles personnes, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle façon de faire. À notre niveau, nous sommes en train de faire des efforts. Mais je vous ai dit au début que les Gabonais sont divisés en deux camps. Ceux qui veulent avancer et d'autres qui font tout pour bloquer. Et ils sont nombreux dans l'administration. Nous l'avons identifié, mais c'est des Gabonais. Alors non, pour ce qui concerne les mesures que le chef d'État a prises, il fallait bien qu'il le prenne. Il fallait bien. Mais ce qui serait regrettable, c'est que les gens ne voient que le côté un peu, je dirais, douloureux de ces mesures. Mais les avantages, il va y en avoir. Il va y en avoir, et dans un avenir très proche. Parce que c'est des mesures qui vont permettre à notre pays de se faire des économies. C'est pour ça que je disais, parler des mesures de manière générale, on pourrait se limiter. Oui. Il serait souhaitable d'aller mesure par mesure, et je vous dirai quels sont les avantages qu'on peut en tirer. Par exemple, l'acquisition des véhicules de fonction de plus de 30 millions de francs CFA. Est-ce qu'au lieu de prendre 5 voitures, par exemple, de 60 millions, ils n'en prendraient pas maintenant 15 de moins de 30 millions? On contourne la mesure tout simplement. Quels pourraient être les avantages? On va continuer à acheter les voitures aux copains, coquins et copines. Vous savez, lorsque le président prend cette mesure, c'est à juste titre. J'habite à Québec et je travaille au centre-ville. Est-ce que j'ai besoin d'un VX de 45 millions de francs pour gagner mon bureau? Je n'ai pas besoin d'un Hummer pour partir d'Akébé et rejoindre mon bureau. C'est pour ça que le chef d'État... Ce qui est curieux, vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a quelques 2 ou 3 mois, Paul Kagame a pris ce genre de mesures dans son pays. Les Gabonais on a vu dans les réseaux sociaux, ont acclamé, voilà Kagame, c'est bien Kagame. Mais aujourd'hui, le président prend pratiquement la même mesure et les gens sont en train de dire... Mais est-ce que les conditions sont réunies? Un seul véhicule de 45 millions qu'on donne à un responsable d'administration peut permettre à tout le service de donner un véhicule à chacun de 11 millions. Vous voyez que d'un véhicule, on peut en avoir 5 ou 6 et satisfaire tous les collaborateurs. C'est ce que le président de la République recherche. Il ne s'agit pas de dépenser autant d'argent pour un seul individu parce qu'il veut un véhicule, mais il faudrait que pour ce véhicule-là, qu'on puisse, n'est-ce pas, en avoir d'autres pour moderniser l'administration. C'est dans ce sens que le président a limité le coût excessif de ces véhicules. Parce que si on te laisse la liberté d'aller choisir à Toyota le véhicule que tu veux, eh bien tu vas prendre un véhicule excessivement cher. Ça, il faut que ça s'arrête. Est-ce qu'il n'y a pas une procédure dans l'administration publique pour pouvoir du moins attribuer un véhicule à un agent, qui soit cadre ou qui soit aux responsabilités? Ce n'est pas question de procédure, ce sont les textes qui prévoient que lorsque tu es à tel poste dans l'administration, tu bénéficies de tel ou tel avantage. Ce sont des avantages qui sont attachés aux fonctions. Et c'est pour ça qu'on parle de véhicules de fonction. Interdiction de voyager en classe affaires, à l'exception des ministres. Est-ce que cela résout le problème des frais de mission qui ont été jugés d'exorbitants pour le personnel de l'administration? Pour le personnel de l'administration. Donc, quand on parle de voyage d'affaires, on parle souvent, la plupart du temps, de personnes
de personnes qui voyagent sans véritablement être soit dans l'administration ou être concernés par la mission qui doit être faite. Donc, on interdit certes aux gens de voyager en classe affaires, mais est-ce qu'on réduit le problème des voyages, des voyages d'affaires qui sont devenus comme des voyages de plaisance? Ou le nombre d'affaires, du moins le nombre de voyages. Le nombre de voyages, les missions. Pourquoi on ne ferait pas comme les pays de l'Europe du Nord, la Finlande, le Danemark, où le ministre lui-même il complète s'il veut voyager en classe affaires. L'État paye une partie, lui il complète le reste. Parce que l'État est là pour servir le grand. Est-ce qu'on a un regard sur les résultats de ces missions aussi? Vous pensez que le fait d'interdire les uns et les autres de voyager en classe affaires lorsqu'ils sont en mission à l'extérieur, vous pensez que c'est fantaisiste? Vous savez les économies que ça va nous faire? On a eu des cas où le directeur général d'une entreprise est assis en classe économique et le chef de service se retrouve en classe affaires. Comment il fait? Parce que quoi? Donc, alors, nous sommes tous dans le même avion. Nous prenons le même vol. On décolle à la même minute. On atterrit à la même minute. On peut mourir en même temps. Le confort, Quel confort, mon Dieu? Tu ne peux être confortable que lorsque tu es chez toi. Tu n'es pas à domicile. Le confort, c'est quand tu es chez toi, dans ton salon ou dans ta maison. Oui. Il n'y a pas de confort dans l'avion. Mais dans ce cas, est-ce que interdire les voyages en classe d'affaires... Le président a dit, il faut que ça s'arrête. Mon Dieu, il faut vulgariser cela. Arrêtons de faire la sorcellerie. Arrêtons de faire le vampire. Ce qui est bon, il faut avoir le courage de dire. Nous sommes d'accord avec cette mesure. Nous sommes en train de débuter. Nous sommes d'accord avec cette mesure. Non, mais nous sommes juste en train d'essayer de vous demander nous sommes d'accord. Pourquoi moi, mon problème, c'est pourquoi on accepte les ministres. Attendez. Il faut qu'ils soient aussi concernés. Non, pas du tout. On ne va pas en arriver là. Et pourquoi dans les pays plus développés que nous, ils en arrivent là? Et pourquoi, au-delà des ministres, pourquoi pas également certains responsables de la présidence de la République? Parce qu'on a l'impression que vous épargnez dans la présidence. Vous savez, les ministres, c'est un nombre bien déterminé. 40. Le nombre de... Non, ça va diminuer. Ça fait partie des mesures que le président a prises. Ça va diminuer. On arrivera peut-être à une trentaine. Et combien de ministres vont voyager dans l'année? Ça aussi, ça va. Vous voyez? Donc, en limitant uniquement au niveau des ministres, on a fait un gain important pour éviter le désordre qu'on a connu, où Air France est saturé, les gens sont nombreux aussi bien en classe économique qu'en classe affaires. Mais tout ce monde-là, mais c'est de l'argent, c'est des deniers publics. Ça, c'est votre impôt qui part. Il faudrait que les ministres, on préserve quand même parce qu'ils sont membres du gouvernement. Oui. Voilà, donc un ministre peut voyager avec son collègue d'un autre pays, mais il ne va pas quand même se retrouver en classe économique alors que son collègue est en classe affaires. Donc il faudrait que les ministres restent quand même en classe affaires, mais tout le monde, les autres, le reste, devrait se retrouver en classe économique. Ça va faire des économies. Il y a une situation qui se pose souvent dans les administrations, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un certain type de personnel qui doit s'affairer aux charges, du moins aux tâches les plus subalternes que possible, dont la main-d'œuvre non permanente. On a décidé de l'interdiction du recrutement, alors que ceux qui sont déjà là en situation de travail, parfois sont dans une position précaire. Est-ce que en réalité ce n'est pas aujourd'hui fragiliser l'emploi? Monsieur Ndometogo, pour continuer, parce que ça va dans le même sens, hein, le gel des concours, des stages d'avancement et titularisation, comment la fonction publique va faire pour se renouveler si pendant 3 ans, personne ne rentre? Parce qu'il y aura des gens avec qui des sont... gens Alors, et on va aller à la retraite. Pendant 3 ans, on va subir des gens incompétents qui ne veulent pas travailler. On va aller étape par étape. Vous prenez là 2 types de mesures que le président a prises. La main-d'œuvre non permanente, c'est une main-d'œuvre des agents de l'État qui est recrutée directement par le service lui-même. Donc, il y a une certaine liberté. Je suis chef de service départemental je sais pas, d'un thème. Et dans mon service, j'ai besoin d'une ménagère. Eh bien, je peux recruter la ménagère et j'en informe le ministère du Budget qui aligne. Alors, cette liberté nous a amené à nous retrouver dans une situation où on ne sait plus réellement qui est qui dans cette administration. Mais il faut savoir que l'audit est nécessaire. L'audit, c'est un cliché. Il faut qu'on voit à l'instant T combien de personnes nous avons dans telle situation. Mais on ne peut pas en même temps vouloir faire le point de ce nombre de personnes, de cet effectif, et en même temps laisser la porte ouverte. Sinon, on ne pourra plus se retrouver.
Donc, pour ce qui est de la main-d'œuvre non permanente, oui, ça va faire un peu mal. Mais il faut qu'on passe par là pour voir clair, parce qu'on ne sait plus exactement qui fait quoi. Dès que le chef de service arrive, il recrute sa ménagère, qui est sa petite sœur. Quand il s'en va, l'autre arrive, il enlève cette ménagère, il prend la... Et ça fait désordre. Ce que l'administration veut faire aujourd'hui, c'est d'instaurer une certaine rigueur dans le traitement et dans le recrutement. Pour ce qui concerne le gel des concours, alors, c'est vrai, ça va faire mal à nos jeunes, mais l'administration où le président de la République a pris une décision importante. Geler les concours. Mon Dieu, vous savez comment les concours se passent aujourd'hui? On connaît? Non, vous ne savez pas. Si, monsieur. Moi, je suis enseignant dans 2 grandes écoles de ce pays. Le concours de la douane, la liste sort quand le concours est déjà passé. Est-ce que vous trouvez normal que lorsque le concours se déroule, parce que les administrations qui gèrent ces écoles sont interpellées pour revoir le système, pour revoir l'organisation des concours. Tous les techniciens vont se retrouver pour améliorer. Vous faites le concours parce que vous êtes fils de prolétaire et l'autre est fils de riche. Il est admis avant même que le concours n'ait lieu. Est-ce que c'est normal? Et là, nous qui les enseignons, lorsque tu arrives dans une salle de classe, tu es dans une grande école de la République, post-universitaire, et lorsque vous tenez, n'est-ce pas, ces élèves ou ces étudiants, vous vous posez des questions. Comment ont-ils fait pour en arriver là? Mais le président voudrait que les choses se fassent de manière sereine et transparente pour donner la chance à tous les jeunes Gabonais. Première des choses, le gel des concours, je viens et je termine. Le gel des concours, c'est tout à fait normal parce que concours veut dire formation, formation veut dire entrer dans la vie active. Mais à partir du moment où on a gelé les recrutements, on a gelé les avancements, on a gelé les titularisations, mais vous comprenez qu'on est obligé, n'est-ce pas, de freiner un tant soit peu les concours pour nous permettre de voir clair dans le fichier. Mais quelle garantie pour la circulation pendant des ces effectifs? 3 ans, il y a 3 vagues de personnes qui vont aller en retraite. Est-ce que vous avez déjà tout prévu quand on sait encore que le régime de retraite est beaucoup déséquilibré dans notre pays? Alors, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque les décisions sont prises, le président de la République donne l'orientation, il donne la voie. Maintenant, les techniciens s'asseyent, département par département, selon ce qui vous concerne, pour examiner en profondeur la mise en œuvre des orientations que le chef d'État a données. Le chef d'État a pris une mesure, mais les techniciens sont en train de s'asseoir pour examiner les contours, pour que ça ne fasse pas mal. Mosley, dernière question. Non, Jean, donc moi, je suis vraiment sur la question des garanties et vous m'excuserez. Je me souviens qu'il y a quelques années, on avait parlé de la mise sous bon de caisse des agents de l'État parce qu'il fallait nettoyer le fichier de la fonction publique. Des années plus tard, on revient sur cette même mesure. Mise des agents publics sur les bons de caisse pour y voir plus que... Est-ce que c'est parce sans que les responsables qu'on avait confié cette tâche viennent d'abord s'expliquer? Donc c'est que la première fois, c'était un aveu d'échec qui n'a pas réussi du tout parce qu'on est toujours dans la même situation catastrophique et on est obligé de le refaire maintenant. Quelle est la garantie que cette fois-ci, ça marche? D'abord, ce qui avait été fait, il faut faire la nuance entre la publication et l'application. Les mesures ont été prises et ces mesures ont été appliquées sévèrement. Mais sauf que ça n'a pas été publié pour, n'est-ce pas, ne pas heurter certaines personnes. Ce qui avait été fait depuis que le président Ali est arrivé, ce qui a été fait depuis que le président Ali est arrivé. Mais beaucoup de gens sont partis de A1 pour se retrouver en B2. Beaucoup de gens sont partis de A2 pour se retrouver en C. Beaucoup de gens ont été recalés des fonctions qu'ils occupaient. Mais seulement, on n'a pas publié pour ne pas heurter leur honneur. Pour l'instant, la nature fait que les mêmes habitudes reviennent. Et le président de la République a demandé à ce que nous revenions pour refaire ce qu'on a fait et peut-être avec plus de rigueur. Vous demandez à ce qu'on publie, eh bien, il faut le dire. On verra si on peut publier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va appliquer. Mais que faites-vous des inconvénients que ça pose souvent au niveau des agents qui sont régulièrement connus de l'administration publique, parce que parfois le fichier n'est pas bien tenu. Vous avez encore votre immatriculation dans votre ancien poste d'affectation, par exemple à Tchibanga, et vous êtes déjà affecté à Libreville. Il faudra aller à Tchibanga, alors que là on nous parle d'un certain délai qui sera donné pour le retrait des bons de caisse. Est-ce que ces inconvénients sont pris en compte? Cette affaire de bons de caisse, est-ce que vous savez qu'il y a plein de Gabonais qui sont décédés, dont les parents continuent à percevoir les salaires?
avec leur carte bancaire. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de Gabonais qui sont à l'étranger, mais dont les parents continuent à percevoir des salaires ici avec leur bon, avec leur carte bancaire. D'autres, par contre, ont des doubles salaires. Ici, il s'appelle Franck Ondome Togo. L'autre côté, il s'appelle simplement Ondome Togo. La machine ne reconnaît pas. Il y en a qui sont présents à l'un et à l'autre des postes. Il y a d'autres qui travaillent au privé, mais qui en même temps émargent dans la fonction publique. Mais comprenez qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrête tout cela. Donc, d'où la nécessité de mettre tout le monde sous bonne caisse. Comme ça, ceux qui sont morts viendront retirer leur bonne caisse. On verra leur tête. Ceux qui sont en France, on verra s'ils sont ici. Oui. Et vous allez vous rendre compte, et ça on l'a constaté, Mais la ils vont première prendre fois, l'avion, le monsieur. ministère de la fonction publique s'est retrouvé avec des tonnes de bons de caisse non retirés. Ces gens étaient où? Ils sont où? Ils sont morts. Ils ont eu peur de venir. Pour ceux qui étaient en France, pour ceux qui sont au privé. Et ça fait des économies. Cette fois-ci, on reprend la même opération. Et autant de fois que cette habitude va se signaler, eh bien, je pense que l'administration va prendre... Ces mesures, non. Ces mesures, non. Mais c'est deux fois italien que Monsieur Ondome Togo, ces mesures-là ne sont pas un peu trop dures parce que le président a dit qu'il ne sera heureux que quand les Gabonais seront heureux. Il y a des Gabonais qui vont souffrir là. Les mesures ne sont pas dures. Ce qui est dur, c'est le comportement que les Gabonais font. C'est le comportement que ces Gabonais affichent. C'est ce qui est dur. Ce qui est encore dur, c'est, n'est-ce pas, la façon de vouloir galvauder ces mesures que le président a prises pour aider les plus faibles. Vous savez, la réduction des salaires. La réduction des salaires ne concerne pas les gagnants. Peu, je l'ai dit. C'est pour ceux qui sont bien nantis, qui sont capables de s'en sortir. Ce sont eux que le président a visé. Donc, la volonté du chef de l'État ici, c'est d'aider les plus faibles. Les mesures qui sont prises, ça va faire mal, mais ça fait mal à qui? Imaginez ceux qui ont été, vous l'avez dit tout à l'heure, en détachement à la présidence ou en détachement à la... Un détachement n'est pas une fonction permanente. Tu es fonctionnaire du ministère du Travail. Tu viens d'être nommé à la présidence de la République. Ce n'est qu'un détachement avec la possibilité de retour. On ne peut pas ad vitam aeternam faire carrière dans une maison qui n'est pas la tienne. Chaque fonctionnaire est appelé à servir partout où besoin se fait sentir. Alors donc, ceux-là qui étaient à la présidence, ils étaient là-bas pour certaines fonctions. À un moment donné, il faut comprendre que il faut revenir dans sa maison. Le ministère, notre ministère, à un moment, s'était vidé de toute sa substance, son intelligence. Parce que les uns et les autres avaient pratiquement quitté la maison parce qu'il n'y avait pas l'argent. C'était un ministère qui était pauvre. Les gens sont partis chercher ailleurs. Le ministère du Travail. Je parle du ministère du Travail. Alors donc, il faut à un moment donné avoir l'amour de son département et revenir servir. Alors, parmi ceux qui sont partis de la présidence de la République, il y a certains qui, avec honneur, ont repris leurs fonctions. Certains sont redevenus enseignants qu'ils étaient pour former nos compatriotes, pour former nos enfants. Il faut les honorer. Mais ceux-là qui ne veulent plus, ça veut dire qu'ils ne sont pas de bons fonctionnaires. Parce que le statut général des fonctionnaires nous oblige à servir l'État partout où nous sommes appelés. Merci, c'était M. Franck Ondome Togo qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Moi, je rappelle qu'il est secrétaire général adjoint du ministère du Travail et membre du comité, du secrétaire exécutif du Parti démocratique, vice-président de la commission de discipline. Ah d'accord, donc il gère la discipline là-bas. Oui, c'est le Mosley du PDG. Avec rigueur. Ouais, pour Urban FM. Ouais. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth est avec nous dans le studio. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104.5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm